Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Focus de ce jour qui s'intéresse à cet acte d'audace que vient de poser le gouvernement en transmettant aux députés une loi sur les structures traditionnelles. Une loi adoptée qui met fin à plusieurs années de balbutiements, d'errance et de déviance au sein des chefferies. Après plusieurs tentatives vouées à l'échec, enfin, le Bénin dispose d'une loi spécifique sur les rois et les chefs traditionnels. Au-delà des polémiques que cela suscite, quelle en est la portée, quels enjeux et défis pour un pays comme le Bénin? On en parle avec notre invité Orden Aladatin, il est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour, chère madame, journaliste. Merci de nous apporter des éclairages sur ce plateau. C'est un plaisir. L'exercice du débat, je le mène avec mon confrère Franck Aounou de Canal 3, Bénin. Franck, bonjour. Rachidat, bonjour. Honorable Aladatin, bonjour. Monsieur Aounou, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce débat. Vous savez aussitôt que la loi a été prise, honorable, par la représentation nationale, votre institution à laquelle vous appartenez, eh bien, cette loi suscite débat ou controverse et nous avons entendu des personnalités, pas des moindres, qui ont donné de la voix pour reconnaître que la loi méconnaît les réalités historiques et culturelles du Bénin. Mieux, elles estiment que des royaumes, et pas des moindres, ne sont curieusement pas pris en compte. Que leur répondez-vous, honorable? Merci. Merci, chers amis et chers téléspectateurs. Bonjour. Non, vous avez dit aussitôt la loi prise. Non, je crois que nos communautés n'ont pas attendu la prise de la loi avant que la polémique ne commence. Qu'ils vous souviennent, il y a peut-être à peu près 3 ans qu'un comité technique a été mis en place par le gouvernement. Et nous savons que le comité a subi beaucoup de pression. Et aussitôt ce projet envoyé au Parlement, ça n'a pas désempli depuis lors. Le président de l'Assemblée nationale a reçu des courriers, des réclamations, surtout que à l'introduction de ce texte, les réseaux sociaux sont accaparés. Il y a même eu des textes qui ont circulé qui n'ont rien à voir avec le contenu du projet envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, un peu de désinformation. Voilà, donc, mais la polémique, ce n'est pas après la prise de la loi. Elle est là. Ça veut dire que c'est une question qui était très attendue par les citoyens. Très, très attendue par les citoyens et les principaux concernés. Parce que l'état des lieux, on le sait. Et vous l'avez dit un peu dans votre introduction, dans votre speech introductive tout à l'heure. Et donc, le milieu tel qu'il était n'était pas reluisant. Et les principaux acteurs donc, de la chefferie traditionnelle aussi voulaient que le gouvernement puisse agir. Ils ont tenté de s'organiser entre eux. Est-ce qu'ils ont réussi? Nous sommes là, nous pourrons apprécier. Donc, la polémique, elle est même inhérente donc, à l'état des lieux de la question. Vous comprenez alors les controverses? On comprend. On comprend, c'est une question très sensible. C'est pour ça que quand on a voulu engager le débat, la présentation du rapport en plénière, j'ai dit que c'était une question très sensible. Et nous avons imploré le Seigneur, Allah, les membres de nos ancêtres, pour qu'ils puissent nous inspirer afin que nous puissions nous en sortir. Voilà. Lorsque ces polémiques-là sont nourries par des personnalités qui sont censées comprendre et aller expliquer ça aux populations, est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Non, pas du tout. C'est la sensibilité de la question. Ouais. Même à l'intérieur de l'hémicycle, ce n'était pas évident. Puisque les réclamations, les pétitions que nous avons reçues, il y en a beaucoup qui ont été portées par des honorables députés. Voilà, parce que c'est des questions qui nous concernent. Ça concerne les us coutumes, ça concerne notre vivre ensemble. Donc, je voulais dire notre tradition, mais disons nos traditions. Voilà. Donc, c'est ça, c'est en cela que c'est très sensible et que les questions sociétales doivent être appréciées donc, avec de la méthode et ce qui, personnellement, m'a enchanté, moi, c'est la méthodologie qui a été mise en place pour que l'essentiel puisse être quand même préservé.
Les débats ont été plus ou moins un peu houleux au sein de l'hémicycle. Et ce qui paraît curieux, c'est que même au sein de la mouvance, ça n'a pas été facile. La démarche adoptée par la Commission pour parvenir à cette loi a été largement discutée. C'est de la chefferie traditionnelle qu'il s'agit. Et chacun d'entre nous, nous venons d'un milieu donné. Et voilà, et nous sommes fortement intéressés par la question, qu'on soit mouvancier, qu'on soit opposant. Et c'est pour ça qu'il fallait de la méthode, qu'il fallait de la réserve, et pour pouvoir... vous avez dit que c'était un acte d'audace. Voilà, c'est parce que vous saviez que la question n'était pas facile à trancher. Il y a eu des essais, avez-vous dit. Et puis bon, voilà. Donc, c'est très bien, vous faites preuve donc de pédagogie en nous invitant sur cette... Il faut expliquer le contenu du texte qui a été pris, il faut expliquer la démarche, il faut expliquer les critères qui ont gouverné les choix opérés dans le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Il faut le dire aux concitoyens. Après, bon, quand on voit la liste, puisque au terme de tout ça, il y a un certain nombre donc, de chefferies qui ont été reconnues par la loi, et quand on n'y est pas, bon, naturellement, ça ne fait pas plaisir. Qui ont été oubliés? Ce n'est pas un oubli, il y a un travail scientifique qui a été mis en place avec des personnes de référence, et c'est les meilleures références que nous avons eues dans la place. Je vous ai parlé de ce comité qui a été mis en place par le gouvernement il y a à peu près 3 ans, en mai 2022, je crois, composé donc d'historiens, de socio-anthropologues, de personnes ressources, de juristes, et une quinzaine de personnes. Il n'y avait pas des politiques? Non, il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas en tant que politique, non, maintenant... je ne crois pas que le président de la République ait contrôlé la carte de parti détenue par chacun d'entre eux. Mais ce sont des références connues dans ce pays-là que je n'aimerais pas citer. Ça date de 3 ans, on les connaît. Oui. Voilà, donc c'est les meilleurs qui ont été mis en place et avec des TDR, donc un cahier de charges. Ils ont mis en place une méthodologie, leur démarche à travers recherche. Quelle est la méthode? C'est un travail scientifique, voilà. Et comme tout travail scientifique, il faut une méthode, il faut une méthodologie. Parlez-nous-en un peu, honorable. Bon, d'accord, c'est à 2 niveaux. Oui. Nous sommes à l'Assemblée nationale et nous avons reçu donc un projet du gouvernement. Naturellement, pour étudier ce texte, nous ne sommes pas historiens, nous ne sommes pas socio-anthropologues. Il y en a eu, il y a certainement qui ont ces qualités, ces compétences parmi nous, mais il fallait qu'on s'approprie le texte à nous envoyer par le gouvernement. Donc on a cherché à comprendre. Aussitôt, le projet de texte affecté à la commission des lois, nous avons mis en place, comme l'autorise notre règlement intérieur, une sous-commission. Une sous-commission, on avait le choix, on pouvait faire un séminaire parlementaire d'appropriation, mais ce n'était pas ça la question. Aller un jour, tout le monde ensemble et tout, ça ne nous aurait pas permis d'appréhender vraiment la démarche, les critères. On voulait s'approprier vraiment le texte. On a mis en place donc une sous-commission qui a rencontré les cadres du ministère en charge de la culture. Nous avons rencontré donc le comité technique que nous appelons comité donc chefferie traditionnelle, oui, qui nous ont expliqué leur démarche. Ils nous ont expliqué les critères. Et puis, comité, sous-commission, chargée donc des députés de toutes les tendances. Il s'agit d'une 12aine de députés, de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain et du Parti Les Démocrates. Donc, mais vous allez voir, toutes tendances confondues. Quand on a rencontré le comité, si on n'a pas été totalement satisfait, mais on a été apaisé quand on les a écoutés. Parce qu'on se dit, mais selon quelle démarche, comment faire dans ce fourmillement-là, comment on arrive à sortir le vrai de l'ivraie? Ce n'était pas évident. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qui vous ont aussi rassuré? Ils nous ont exposé leur méthodologie, justement. Parce que moi, je ne suis pas de ce comité chefferie traditionnelle. Et donc, nous, notre démarche a permis d'appréhender leur méthodologie à eux. Et puis, donc, voilà, c'était de la revue documentaire. Les ouvrages qui ont été publiés
par leurs collègues et d'autres qui ont fait des recherches sur la question, des mémoires, des thèses, des documents coloniaux, les archives, et un document essentiel qu'ils ont abondamment cité et que vous devrez lire d'ailleurs. C'est le document sur l'historicité, ça s'appelle Historicité, royaume et espace de pouvoir en République du Bénin. Et voilà. Et la première étape a donc été celle de la compréhension, appréhender le sujet. Nous voulons comprendre, mais eux, il a fallu qu'ils aussi appréhendent leur mission, à eux confiée par le gouvernement. Voilà. Donc, je parle de deux démarches. Oui, bien sûr. Donc, pour parler de la démarche de la commission chefferie traditionnelle, j'ai dû parler de la nôtre. Voilà. Donc, ils ont fait la revue documentaire, ils ont procédé à des clarifications conceptuelles entre eux, et puis après, ils ont séquencé leur travail, et ils sont allés sur le terrain aussi. Ils sont allés sur le terrain. Et c'est ce que nous avons retenu qui est fondamental. Par exemple, ce qu'ils ont pris comme cadre de référence. Parce que quand on dit royaume qu'il est, ce n'est pas un certificat que le gouvernement va donner ou bien va décréter que tel est royaume, l'a été royaume, ne l'a pas été. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas fait un travail mémoriel. Donc il ne s'agit pas de réparer l'histoire. Il ne s'agit pas donc de réajuster l'histoire, de penser les plaies du passé. Ce n'est pas le travail qu'ils ont fait, nous ont-ils expliqué. Et nous avons bien compris ça à travers leur démarche. Leur démarche a été de voir l'état des lieux. Et leur référence, c'est 1894 pour donc les chefferies traditionnelles de la région méridionale du pays et 1897 pour les chefferies de la région septentrionale. Ce qu'on appelle dans un langage courant sud-nord, c'est ça? Bon, moi je n'aime pas, voilà, donc la partie méridionale, parce que quand vous dites ça, vous mettez Savet, vous mettez Glazoué, Tassa, ou quand vous dites sud-nord. Donc voilà. Honorable, pourquoi 1894? Parce qu'on a entendu quand même... C'est fondamental pour comprendre. 1880, c'est la date où donc les royaumes et donc le type d'organisation traditionnelle qu'on a eu au Bénin a été banni par le blanc. Donc la pénétration coloniale. 1894, donc pour les de la région méridionale, et il a fallu 2-3 ans pour que le colon aille à l'intérieur du pays. Vous voyez donc les 3 ans de différence. C'est cela. Donc le jour où le colon a mis pied au Bénin, donc au Dahomey, mais il a fait arrêter l'administration traditionnelle qu'il y avait en place. Il l'a remplacé par l'administration coloniale. Et donc c'est ce que vous avez pris comme référence? C'est ce que les experts ont indiqué que la commission des lois a suivi. Et ce cas de référence est essentiel. Parce qu'après, qui sommes-nous pour dire que vous devez être, vous ne devez pas? Il y a eu de riches civilisations, mais qui n'étaient plus donc dans les mêmes contours et dans les mêmes contenus à l'arrivée du colon. Et nous, il y a eu aussi nos guerres de conquête, vous savez comment ça s'est passé. Donc ce cas de référence-là, il est très clair, il est bien à entendre. Ça veut dire que vous avez été une civilisation brillante, vous avez été une chefferie brillante. Mais à la veille de l'entrée du colon, vous avez été soumis par un autre. Ça a été très important donc, dans la suite des choses et donc dans la suite donc, de leur... Mais honorable, en considérant, en prenant en compte 1894, un pan de la riche histoire de certains peuples a été complètement occulté. Tout à l'heure, nous avons parlé des polémiques, oui. La riche histoire n'est pas bannie. La riche histoire, elle existe et elle appartient à chaque communauté. Que veut faire l'État? L'État veut capitaliser la participation donc de ce type d'organisation traditionnelle à la gouvernance du pays. Nous sommes en République aujourd'hui, n'oublions pas cela. Nous ne sommes plus donc dans les royautés. Mais nous avons eu cette riche civilisation qui gouvernait nos pays, nos États, et donc le Bénin avant l'arrivée du blanc ici. Mais ce riche savoir-faire et savoir-être,
l'État républicain se dit donc il faut capitaliser cela. Il y a eu des actes. En 2019, la chefferie traditionnelle a été reconnue dans la Constitution. Il fallait que ça ait une suite, que ça ait des effets, pour quand même capitaliser l'implication donc des chefferies traditionnelles dans l'administration du pays, dans le développement socio-économique, dans la gestion donc de la société. Oui. Mais l'état des lieux ne le permettait pas. Et cet état des lieux, c'est quoi? Ça a varié à travers le temps. Je vous ai dit qu'à l'arrivée du colon, il a mis un terme donc, au fonctionnement à l'histoire des royaumes, et puis donc il en a nommé des chefs cantons. Certains chefs traditionnels ont été nommés chefs cantons, d'autres qui sont nommés chefs cantons ont joué le rôle de chefs traditionnels. Donc dans ce millimélo-là. Après, on a eu les indépendances. Et donc avec timidité, donc, les nouveaux maîtres du pays n'ont pas vraiment restauré la plénitude donc, de ce pouvoir traditionnel. Et puis après, on a eu la Révolution. Et la Révolution, bon, avec la lutte contre la féodalité, vous savez, donc, n'a pas permis donc, de restaurer l'image et donc le pouvoir donc, des chefferies. Et nous sommes en République. Et puis, nous avons eu la Conférence nationale. Les libertés. Et c'est passé par là aussi. Et vous avez eu le fourmillement que vous avez vu avec l'introduction de l'argent, la politisation à outrance. Autant de choses qui ne permettaient pas donc à cette entité chargée donc de la protection et donc de suivi, donc de la promotion de nos us et coutumes, de participer à l'effort de développement national. Et cela, tout le monde l'a regretté dans le pays. Très bien. Ouais. Honorable, c'est important d'expliquer la démarche et la méthodologie parce que c'est ce qui est mis, c'est ce qui est indexé par la plupart des personnalités dont nous avons parlé tout à l'heure. Ouais. Il y a notamment la chercheure et auteure Micheline Adjovi qui a pondu un test assez incroyable quand même sur cette nouvelle loi et qui dit que le peuple Ouéda a été oublié. Qu'est-ce que vous lui répondez, honorable? Bon, c'est-à-dire que quand on va parler du peuple Ouéda, on va parler d'autres peuples, hein, d'accord. Certains qui ont voulu se retrouver donc dans les royautés, dans les royaumes, qui sont retrouvés chefferies supérieures, et ainsi de suite. Je ne souhaiterais pas répondre au cas par cas. Donc la riche civilisation, personne ne dénie donc la riche civilisation qui s'est développée donc dans cette ère socio-culturelle du Bénin. Oui. Mais quel est l'état donc dans son ouvrage? Elle aurait pu vous dire l'état des lieux au moment où venait le colon en 1894 dans cette région, parce que la région Ouéda, civilisation Ouéda, c'est dans l'ère méridionale du pays. Mais qu'était l'état des lieux? Est-ce que le royaume Ouéda était-il souverain en 1894? Et je vous ai dit que c'est la référence et que nous ne sommes pas en train de restaurer l'histoire, de réparer l'histoire. Parce que quand on va rentrer dans ces détails-là, les frustrations vont renaître et ce n'est pas notre rôle. Alors, il fallait organiser cela. Il y a un état des lieux qui a été fait et des repères ont été fixés qui tiennent compte donc de cette période de référence dont j'ai parlé, qui tiennent compte donc de la géographie, qui tiennent compte donc du type d'organisation sociale qu'il y avait. Donc au niveau de la concentration du pouvoir qu'il y avait donc dans chaque milieu, de la différenciation sociale qu'on avait dans le milieu, c'est autant de facteurs qui ont été pris. Voilà. Donc pour Mme Micheline Adjovi, que je connais très bien, et on s'est écrit, elle m'a écrit, je lui ai répondu, et je crois que même en dehors du plateau, je vais lui expliquer. Très bien. Personne n'a rien banni. Vous avez l'impression qu'elle vous a compris quand vous avez changé? Non, il ne s'agit pas de... Il faut comprendre la démarche. Après, qu'elle soit satisfaite, ce n'est pas évident. D'accord. La démarche a été comprise par l'honorable Arifari Bako? L'honorable Arifari Bako, je crois. Juste après le vote de la loi, on a fini un peu après 0 heure. Et puis nous avons parlé au téléphone de Sémé à l'entrée de Cotonou, l'honorable Arifari Bako et moi. On comprend l'essentiel. Vous voyez, la riche civilisation d'Indi, d'accord, érigée au titre d'une chefferie supérieure, l'honorable Bako aurait bien voulu que donc cette entité d'Indi, la seule, la plus organisée donc sur le territoire du Bénin, soit reconnue au titre donc des royaumes du Bénin. Alors, cela dit, quand on prend les chercheurs
et les documents qui ont existé, personne ne nie cette riche civilisation d'Indie. Simplement que cette civilisation était partagée entre le Niger et le Bénin, avec pour l'œil central de cette organisation Gaïa. Et Gaïa qui est donc du côté du Niger. Voilà. Donc, les historiens, anthropologues qui ont fait le travail, ils ont argumenté. Après, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais nous, à la commission des lois, notre cadre référentiel a été le travail de ces chercheurs. Honorable, lorsque vous avez écouté la commission technique mise en place par le gouvernement, oui, vous avez l'impression qu'ils se sont basés beaucoup plus sur les documents laissés par le colon ou beaucoup plus sur les sources orales qu'ils ont eu le temps également de consulter au cours de leur travail. Les documents laissés par, mais pas sur tout ça. Notre impression, c'est sur les recherches de nos chercheurs ici. Et je vous ai parlé de ce document sur l'historicité là. Et il y en a beaucoup d'autres, hein, la documentation. De la documentation, et puis des chercheurs. On connaît le professeur Eriko dans ce pays. Il a fait beaucoup de recherches et ça. Et vous connaissez le professeur Aladaye qui a écrit sur cette thématique-là. Le professeur Léon Biobigou aussi. Le professeur Biobigou qui est membre de la commission, du comité technique qui a été mis en place. Le professeur Debourou, le professeur Kodo Bellarmé, le président de ce comité-là, c'est Akora, bienvenue, et d'autres chercheurs. Donc, ils se sont appropriés donc, les travaux de chercheurs chez nous. Après, dans leurs conclusions, parce que ce que nous ne disons pas, au prime abord, le gouvernement leur a demandé un travail et ils ont fini le rapport. Ils étaient en passe de déposer leur rapport quand on leur a demandé de faire une proposition de projet de texte. Et c'est très important dans la démarche, ça. Sans savoir qu'ils allaient faire un projet et aboutir sur un projet, donc ils ont fait leur recherche et le rapport existe. Et chacun de nous devrait s'approprier ce rapport, jusqu'à ce que les recherches évoluent donc par rapport à leur affirmation. Et nous, et moi, je suis très clair. On ne va pas faire de la fixation dans l'histoire. Aujourd'hui, ce sont ces chercheurs-là. Ils sont une quinzaine regroupés. Ils ont déposé un rapport. Et donc, de façon concordante, ils ont dit un certain nombre de choses, en dehors même du projet de texte, par rapport à notre histoire, recherche. Et chacun devrait pouvoir s'approprier cela. Et le texte de loi qui a été adopté est conforme à leurs conclusions essentielles. Et il fallait aussi avancer. On a longtemps hésité. Il fallait taper dans la fourmilière et puis organiser les choses. Alors, une fois que la méthodologie est claire, honorable, parlons maintenant des objectifs visés par cette loi. Quels sont les principaux objectifs de cette loi ? Il fallait organiser le secteur pour permettre une meilleure contribution donc, de la chefferie traditionnelle donc, dans l'encadrement socio-politique administratif du pays pour espérer une meilleure contribution au développement. Donc le rôle assigné, de donner un cadre juridique quand même qui permette de savoir qui est qui et qui fait quoi, délimiter donc les droits et devoirs donc de la chefferie traditionnelle, et aussi les avantages. Et puis la Constitution ayant reconnu la chefferie traditionnelle, il fallait décliner ça dans les faits, de façon concrète. Quand vous voyez la mission attribuée à la chefferie traditionnelle, c'est fondamentalement d'abord les us et coutumes, donc qu'ils ont le devoir et l'obligation donc de protéger le répertoire donc de nos richesses culturelles, nos rites et traditions qu'ils ont la mission de répertorier et de protéger. C'est leur le travail quotidien pour la paix et la cohésion sociale. C'est la participation à la divulgation des textes républicains, puisque nous sommes en République, il faut qu'ils y participent. C'est la contribution à la moralisation de la vie publique au Bénin, aider un peu
l'État, dans certaines dimensions, a réglé donc quelques conflits sociaux à travers la médiation, entre autres. Voilà la mission qu'on leur attribue, mais il fallait qu'à travers un cadre légal très précis, que ça puisse être consigné. Alors, c'est vrai qu'il y avait un peu désordre dans le secteur, il fallait réorganiser. Il y en avait assez. Il y en avait assez. N'importe qui bon, je n'ose pas le dire, c'est nos têtes couronnées. Nous sommes des journalistes, on peut le dire, parce qu'on l'a observé. Oui. Mais en dehors de cela et de ce qu'on veut traduire dans les faits, ce que la Constitution a prévu, en quoi c'était opportun, puisque ces peuples, même dans ce désordre-là, ne s'en offusquaient pas. On vivait bien avec tout cela. On pouvait avoir un roi peut-être dans un espace géographique quelque part autour de lui, quelques communautés. Et puis, ça allait bien. La filière marchait très bien pour les populations, les communautés. Vous avez dit pour les populations, vous voulez dire pour les auteurs? Les auteurs et ceux qui les entouraient. Non, pour ceux qui les entouraient. Mais ce n'est pas évident que ce soit toute la population. Parce que les crises que cela a menées dans les familles, dans les communautés, vous le savez, il y a eu des déchirements. Il y a eu l'intervention parfois de la force pour arbitrer à l'intérieur de la même communauté, de la même commune. Il y a même eu des morts. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Et au niveau de la cohésion sociale, de la paix sociale, ce n'est pas aussi évident que ça. Et c'est de façon concordante que chacun se disait, il faut mettre de l'ordre dans cette histoire. Et chacun de nous, dans son milieu, se disait, mettons de l'ordre dans cette histoire. Et vous avez des communes où vous avez une vingtaine de personnes qui s'autoproclament roi et chef traditionnel. Et vous le savez. Et même des Rounans. Et même, et c'est ça, parce que voilà, des chefs religieux qui se proclamaient chefs politiques, parce que le roi, c'est l'organisation administrative et politique. Les chefs traditionnels, en général, sont dans l'organisation administrative et politique, alors que le chef religieux, il est donc dans le cultuel, dans le religieux, pour la citer. Et ce n'est pas les mêmes rôles. Il est vrai que dans certaines entités du pays, ces rôles-là sont confondus et dans le développement, je pense, et donc, on peut dire aujourd'hui que cette loi s'adapte au contexte socio-politique actuel. Mais parfaitement. Du Bénin. Parfaitement. Mais après, l'État devrait reconnaître un certain nombre, et c'est à ce niveau qu'il y a le hiatus, parce que tout le monde veut y être. Tout le monde veut y être. Personne ne peut dire aujourd'hui que ce pas qui est fait n'a pas été un pas déterminant, n'a pas été un bon pas. Et vous l'avez dit dans votre introduction. Après, chacun veut y être. Quand vous voulez y être. C'est normal, honorable. Et puis, aujourd'hui, tout est tellement structuré qu'à la clé, il y a aussi des rémunérations aujourd'hui. Il y a des avantages, je vais dire simplement. Surtout lorsqu'on jette un coup d'œil dans ce que la Constitution a prévu et tout ce que cela peut la Constitution reconnaît juste la chefferie. Et cette loi va prévoir des choses en termes d'appui. Donc du gouvernement à la restauration des palais, par exemple, en termes d'un certain nombre d'avantages spécifiques, d'une certaine reconnaissance solennelle, donc des distinctions honorifiques. Vous voyez, ce serait plus discipliné. Le gouvernement, les mairies organisent quelque chose aujourd'hui. Quand on veut inviter les chefs traditionnels, on sait avec précision qui est invité, donc qui n'est pas invité. Aujourd'hui, on a des rois, on a des chefs supérieurs. Voilà. Oui. Voilà. Donc l'organisation, selon le type d'organisation, selon le type de société et tout, ce qui est retenu, le niveau le plus centralisé, parce que les rois obéissent à l'organisation donc traditionnelle la plus centralisée. Et donc ça, ce sont les rois. D'accord. Quand vous allez dans les royaumes, vous voyez que c'est très centralisé le pouvoir politique et puis stratifié. C'est-à-dire que la différenciation sociale, on peut reconnaître, voilà, vous avez les nobles, vous avez après bas de chaîne, les roturiers, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous voyez. Et ça, vous voyez ça dans la région méridionale et vous le voyez dans le nord-est du pays. Donc dans tout le Baroutème, c'est comme ça. Donc fortement centralisé. Là, vous avez les royaumes. Et vous allez dans la Takora Donga, il y a une enclave autour de Djougou, puisque vous avez les royautés. Et puis après, dans ces zones centralisées à côté, nous avons des zones qui s'interfèrent peu centralisées. Oui. C'est pas très, et à ces niveaux, vous avez les chefferies supérieures. Et puis, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, la particularité de la Takora Donga, où le type d'organisation n'a pas été la même. Je n'aime pas ce mot,
les chercheurs d'autres étrangers vont dire à société acéphale. Je n'aime pas ce mot. Mais ils ont leur type d'organisation, mais qui n'est pas centralisé, ce n'est pas hiérarchisé. Donc les gens, ils sont de façon horizontale, et souvent c'est des chefs religieux. Mais puisque ce n'est pas centralisé, ce sont ces chefs religieux-là qui assurent le pouvoir politique. Et cette exception de l'Atakora et de la Donga, nous sommes en République. Il faut les appréhender, il faut les prendre en compte. Et dans l'Atakora, vous avez donc le type d'organisation qu'on a, le type de chefferie qu'on a, ça a été dénommé dans le texte les chefferies coutumières. Est-ce que dans le lot, il y en a qui ne se retrouvent pas du tout dans ces entités que vous avez énumérées? Oui, donc dans les royaumes, les chefferies supérieures, les chefferies coutumières, ceux qui ne sont, et ça fait partie des évolutions, le projet qui est arrivé au Parlement s'est focalisé sur ces trois entités. Et nous nous sommes dit, oui, l'un dans l'autre, il y a des gens qui sont dans leur communauté, qui ont une certaine parcelle de pouvoir quand même, si même c'est embryonnaire, si même c'est très réduit, ou même pas. Alors, donc on a créé une quatrième catégorie qu'on a appelée les chefferies communautaires. Et donc celui qui n'est pas roi, qui n'est pas chef supérieur, qui n'est pas côté, mais qui se sent chef traditionnel, donc il est dans la catégorie des chef communautaire. Il y a quand même un titre qu'il peut arborer pour diriger sa communauté. Chefferie communautaire. Voilà. Alors, honorable, pour la compréhension générale, aujourd'hui, les royaumes s'équivalent-elles? Parce qu'il y en a qui estiment qu'on ne peut pas mettre, par exemple, le royaume de Niki sur le même pied d'égalité que le royaume de mon cher Bassila, que je connais bien. Puisque vous êtes beau faune, beau thème, c'est pourquoi vous prenez cet exemple. D'accord, je comprends ça. Non, l'État n'est pas allé dans l'organisation socio-culturelle des choses. L'État ne s'implique pas. Si vous allez dans le Baroutem, les choses vont rester telles quelles. Le roi de Kika gardera le même rapport avec le roi de Niki, avec les mêmes systèmes donc d'allégeance s'il y en a. Et voilà. Quand vous rentrez dans le Dahomey, ce serait comme tel. La loi que nous avons votée ne désorganise rien au niveau de nos us et coutumes. Il faut que ce soit très clair. D'accord. Donc on continuera d'avoir des royaumes de première classe. On n'a pas mis des degrés. Dans certains pays comme le Cameroun, politiquement, ils ont voulu mettre des degrés. Au Bénin, nous n'avons pas choisi et le législateur n'a pas choisi à la suite donc, des recommandations du gouvernement, parce que c'est le projet gouvernemental n'a pas prévu des degrés et nous n'avons pas trouvé opportun d'établir des degrés. Étant entendu que 6 degrés devraient avoir, c'est selon nos us et coutumes et chacun le fait selon son aire socio-culturelle. On n'a pas touché à ça. Mais dans l'organisation des choses dans la République, lorsque nous voulons créer un cadre fédérateur pour que les chefs traditionnels puissent opérer, puissent opiner, puissent contribuer, ils y viennent et ils vont s'organiser à l'intérieur. Déjà, tel que ça se fait, c'est un peu comme ça. Après, quand le roi de Kika va rencontrer le roi de Niki, ceux qui ont l'habitude de se faire entre eux, ils vont le faire. ça va continuer. Et il y a des limites à ces pouvoirs. C'est les règles de la République, c'est la Constitution, c'est les lois républicaines. Si vous enfreignez les lois de la République, vous êtes un citoyen comme tout autre et vous serez passible donc des sanctions qui sont prévues en tant que citoyen. Donc, pas de roi tout-puissant. Non, qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas les lois républicaines. Non, c'est la principale limite qui est donnée. Alors, Franco Arnaud, on va évoluer. Dans le débat, il parlait maintenant des relations. Des relations, bien entendu, avec le pouvoir central, avec ces entités qui ont été créées et désormais ce qui est clarifié en tant que titre. Comment la loi encadre-t-elle ces relations avec entre les chefferies traditionnelles, l'État et surtout les collectivités territoriales, honorable? Le pouvoir dont j'ai parlé s'exerce sur le territoire de chaque entité traditionnelle. Et les entités traditionnelles dont il s'agit sont dans une entité administrative donnée. D'accord? Donc, ça va être le dialogue
l'entente, l'écoute, dans le respect donc, des règles républicaines. Ces missions-là devraient s'exercer en symbiose avec l'autorité républicaine, qu'est le délégué, qu'est le chef d'arrondissement, qu'est le maire, qu'est le préfet, et puis au niveau de la République, ils ont leur cadre ou de la chefferie traditionnelle, au conseil de la chefferie traditionnelle, où ceux qui sont reconnus comme tels aujourd'hui vont siéger à vie. Il n'y a pas de mécanisme spécifique de collaboration et de partenariat? Ça va se nouer dans le temps. Le cadre global est tracé. Il appartient donc, dans le concret, de voir quel genre donc, de partenariat, telle entité et autres. Mais ils ont leurs missions qui sont connues, qui n'empiètent pas avec les missions républicaines. Ça, c'est connu. Allez. Mais leur rôle par rapport au pouvoir républicain, c'est un rôle consultatif fondamental. Alors, à quel degré ces chefs traditionnels participent, disons, à l'animation de la vie politique, ou ils n'en ont plus droit désormais? Non, ça fait partie des incompatibilités fortement affichées dans la loi. Si vous ambitionnez être chef traditionnel, quelle que soit la forme, que ce soit chef coutumier, chef supérieur ou roi au Bénin, vous ne pouvez pas prendre la carte d'un parti politique. Ce n'est même pas prendre... Mais ça, c'est de façon formelle, honorable. Mais c'est de façon formelle. Mais on sait ce qui se passe dans la pas, réalité. Mais on n'avait pas d'organisation. C'est maintenant que c'est structuré. Le cadre, maintenant, c'est maintenant que c'est mis en place. Et bon, d'accord, il y a la loi, il y aura toujours des distances. Le problème, c'est que vous êtes pris en flagrant délit, donc... d'activité politique. D'enfreindre à la loi, et il y a des sanctions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'aura plus droit à un roi qui organise des manifestations pour remercier le chef de l'État, pour X ou Y raison, parce que par le passé, on sait qu'en dessous, c'est des activités politiques. Déjà que ça ne concerne pas le président Patrice Talon, ce genre de choses, ce n'est pas son type donc, de leadership. Mais l'exemple que vous prenez, pour moi, m'embarrasse un peu. Oui. Parce que nous légiférons pour aujourd'hui, nous légiférons pour demain. Voilà. Quand vous dites remercier le chef d'État, si moi je suis chef d'une communauté traditionnelle, d'une communauté, et que le gouvernement fait des œuvres au profit de ma communauté, que je sors et que je félicite le gouvernement, donc je ne sais pas si je serai... Il y a des remerciements qui prennent souvent des allures... Les activités politiques, oui, genre meeting, c'est ça que je parle. Appel à voter pour un candidat, ne soit le président de la République, tout ça ne désormais, c'est terminé. Ce n'est pas possible, c'est fini, la loi dit... C'est bien encadré. C'est bien encadré, c'est net, vous ne pouvez pas le faire parce que les sanctions sont là, et les sanctions, ça va de l'avertissement, passe par la suspension et finit par le retrait de votre reconnaissance. Parlons maintenant des avantages que que la loi donne aujourd'hui aux chefferies traditionnelles. Ouais. C'est d'abord cette reconnaissance-là, oui. En tant qu'autorité du pays, entité. Vous êtes invité aux cérémonies officielles. Et puis, vous êtes une cible par rapport à la grande chancellerie maintenant pour bénéficier de la décoration, et ça, c'est pour les fonctions honorifiques. Après, dans le concret, vous connaissez la politique de promotion culturelle et de développement touristique du pays, et les palais, nos palais royaux sont des centres à promouvoir. Et il fallait mettre cette discipline. Sans cette discipline, ce n'était pas évident. Le gouvernement, quelle que soit sa volonté, ne pouvait pas agir. Alors, donc, les entités qui sont reconnues et citées dans la loi vont bénéficier de l'appui de l'État dans le cadre de la restauration des palais royaux, des chefferies, par exemple. Il pourrait être envisagé des traitements
Voilà, même on vous dira pécuniaire. que vous avez tout dit sans dire l'essentiel. Oui, bon, c'est cela. voilà, Aujourd'hui, pécuniaire au profit donc des chefs Est-ce traditionnels. qu'ils vont Quand on est être roi au rémunérés Bénin, comme au Nigeria ou ailleurs, comme on l'observe? Mais c'est pour ça que la loi est faite. Et là, c'est en lien avec le gouvernement. Il y a Qui des va décrets définir. d'application qui seront pris. Ils auront leur cadre de rencontre et ça sera on aura comme un négocié. salaire à la fin du mois. Le gouvernement Des va mettre tout ça. indemnités, oui. Nous, on a prévu un certain nombre d'avantages qui n'excluent pas ce que vous dites, mais Il y aura des décrets d'application après. d'application. Oui. Il appartiendra au gouvernement de dire, bon voilà ce que je fais, et ainsi de suite. Et puis après, des protections. Quelqu'un qui est consacré donc comme roi, chef supérieur, chef coutumier, vous, comme le respect qui est dû à tout citoyen, Bien sûr. vous ne pouvez pas maintenant, au titre de votre religion particulière, l'insulter, et vous ne pouvez pas l'agresser. Il bénéficie de cette protection. Et donc l'État fait plus attention à ça à l'avenir à travers ce cadre légal qui est mis en place. Du mécanisme de désignation, parce que là aussi c'est un véritable goulot d'étranglement au niveau de nos entités traditionnelles. Pour désigner un roi, il y a beaucoup de contours. On en arrive parfois à des morts. Alors, de conflits, très souvent. La loi en a parlé, mais n'est pas entrée dans les process qui sont propres à nos us et coutumes. Donc, les mécanismes de dévolution du pouvoir par entité, qu'elle soit royaume, chefferie supérieure, chefferie coutumière, le seront en fonction des us et coutumes de chaque entité, de chaque communauté. Ce qui a été fait, et je vous ai parlé de ce comité technique après les questions documentaires, doctrinales et consorts, sont allés sur le terrain pour renseigner ce genre de pratiques, entité par entité. Et pour ce qui concerne les royaumes, la loi a tenu à mettre un minimum. D'accord? Et pour dire la dévolution du pouvoir dans le royaume, parce que c'est l'exemple que vous avez donné de Niki, se fait de telle façon. Mais il a fallu documenter cela à partir de ce que disent les principaux concernés, que ça se fait de telle façon. Il ne faut pas être handicapé. Dans certaines coutumes, il ne faut pas que ta maman soit vivante. Il faut ces choses-là que nos traditions Ce qui se faisait déjà. Ce qui se faisait déjà, on n'a pas... nous avons consacré un minimum. Oui. Et la loi a été un peu plus loin. Les dynasties qui s'alternent au pouvoir et qui sont consacrées, ce n'est pas inventé. Par chaque milieu, il y a un minimum consacré dans la loi. Pour que, à volo, quelqu'un ne vient pas demain parce qu'il a un pouvoir politique et pour inverser ce genre de cours des choses. Nous l'avons cimenté à travers la loi. Et puis il est dit que donc le conseil qui sera mis en place, le comité de suivi donc des royautés qui sera mis en place, va collecter un ensemble donc de pratiques et de considérations de cet ordre-là et qui sera documenté entité par entité. Pour mieux orienter. Alors, Franck Arounou, quels impacts finalement sur la vie quotidienne des populations? Une meilleure administration de la cité. Ouais. Nos communautés, quand elles sont en paix, l'État est en paix. La contribution de la chefferie traditionnelle à la médiation sociale, à la lutte contre la corruption, je vous ai dit. Quand il y a moins de corruption, le bien-être collectif s'en trouve un peu renforcé. Et c'est cela que la communauté gagne. Parce qu'avec le désordre ambiant, leur contribution attendue n'était pas garantie. Et je vous ai dit qu'ils ont un travail au niveau des communautés. Ils sont gardiens des us et coutumes. Et chacun dans sa communauté, dans son entité, devra veiller à faire les cérémonies traditionnelles recommandées et exigibles dans chaque communauté. Et tout ça là préserver le patrimoine culturel, de patrimoine promotion du développement durable et tout ça là, ça participe donc de leur attribution. Et quelques conflits sociaux, de la médiation pour quelques
conflit d'un certain nombre d'ampleur, mais qui ne remplace pas l'État, il faut le dire. C'est-à-dire qu'un chef traditionnel ne pourra pas construire une prison demain et régler un truc pour dire oh, je vous mets en prison et tout. Ce serait contre les normes républicaines. Et ça, vous voyez que c'est la société qui se trouve grandit finalement, grandit gagnante. Oui. Et on sent que c'est, on sent que c'est un travail minutieux qui a été fait pour aboutir à cette loi. Et comme on le sait, dans tout travail, il y a forcément des difficultés. Est-ce qu'il y en a eu? Bon, l'élaboration de la loi, je vous ai dit le process. Nous, on a joué notre partition. À partir du moment où le projet a atterri sur la table du président de l'Assemblée nationale. Mais en amont, ce qui a facilité le travail, c'est ce comité technique. Parce que les gouvernants auraient pu ne pas s'adosser sur des sachants pour faire le travail et ne prendre que des critères politiciens. Et là, ce qu'on a pu s'y construire, mais qui pose toujours quelques problèmes, vous avez dit, aurait été beaucoup plus criard si cette démarche-là n'avait pas été adoptée. Et il faut louer la clairvoyance donc, du chef de l'État dans cela, qui a confié à des sachants. Vous voyez, quand vous avez parlé de mécontentement, j'ai une petite anecdote. Le ministre de la Culture, quand on était à l'Assemblée nationale en commission, ça achoppait sur les dynasties qui devraient s'alterner au pouvoir. La rapporteure principale, elle est d'une communauté qui n'est pas dans ce qui a été répertorié. Vous avez dit difficulté. Oui. Ce n'est pas tant de difficultés, mais vous, les acteurs même qui voulez prendre ça, on appartient tous à une communauté. Vous êtes intéressés, vous-même d'abord, vous venez vous asseoir, alors que vous êtes intéressés. Et peut-être vous allez participer et vous voulez bien que votre communauté soit là. Alors ce qu'il faut rechercher, quelle est la logique? Quels sont les critères? Quand vous êtes convaincu intellectuellement, il faut se calmer. Bien sûr. Parce que les critères qui sont pris, politiquement, vous changez ces critères et vous n'avez plus le même contenu. Si la référence n'est pas 1894, ni 1897, nous n'aurons pas les mêmes contenus. Au niveau intellectuel, il faut appréhender ça. Le ministre a dit lui-même, sa dynastie est régnante chez lui à Kétou. Mais quand leur tour est arrivé, ils ont enfreint une des lois de la communauté. Et depuis lors, on a dit que vous ne régnez plus. Il n'est pas content. Mais sa dynastie n'a pas été citée au titre des dynasties régnantes, répertoriées dans le milieu et consacrées dans le texte de loi que nous avons voté. Le ministre de la Culture lui-même. Donc ces petits détails-là, il faut... C'est la preuve que c'est un travail débarrassé de toute considération et puis ça a été, la grande difficulté aurait pu être celle-là. D'accord. Parce que, vous voyez, un historien parle de votre communauté, et vous vous dites, mais d'où sort-il lui? Il parle de chez moi comme ça, surtout quand il n'est pas de chez vous. Un historien va parler, va écrire, vous dites, il ne connaît rien. Moi, j'ai entendu des gens de chez moi dire ça du professeur Hiroko. De son vivant, paix à son âme. Dis, mais comment lui, qu'est-ce qu'il connaît de chez moi? Qu'est-ce que c'est ça? Imaginons-nous à l'Assemblée nationale, où d'abord chaque député, je vous ai dit qu'on a reçu 50 dossiers de réclamation. La plupart de ces déclarations-là, c'est portées par des députés. D'accord. Vous leur dites quoi? Si vous n'avez pas un cadre référentiel précis, dénudé de tout sujet difficile. On va partir dans tous les sens et à vouloir faire plaisir à tout le monde. Chacun va dire sa vérité. Oui, exactement. Chacun va dire non, chez moi, ce n'est pas comme ça, j'ai toujours grandi là. Depuis ma naissance, je suis resté là. Et n'oublions pas que 1894 et 1897, c'est quand votre grand-père était un peu plus âgé que vous, madame. D'accord. C'est beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui. Parfois, on regarde aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Oui. La suite à donner à tout ceci, c'est d'expliquer la loi aux acteurs, c'est de vulgariser pour que tout le monde... C'est pour ça que j'ai justement, répondu. Mais ça va, il faut aller au-delà des plateaux, il faut aller au-delà du travail que font les journalistes. Certainement. Alors, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui va se faire, oui? Quelle est la suite? Quelle est la suite, par rapport à ça, je crois que le député
Vous nous parlerez de gouvernement. Non, dans son rôle de législation, a joué sa partition. D'accord. Le texte est adopté, les amendements ont été intégrés et certainement qu'il est sur la table C'est en attente du président d'être promulgué. oui. Dès que la loi sera promulguée, Oui. elle rentre dans le domaine public. Et ce n'est plus la responsabilité intrinsèque, exclusive donc du député. Ça n'appartient plus au député, ça. Maintenant, naturellement, le député citoyen, dans son rôle de représentation, a une part. Mais ce n'est pas une part exclusive. Souvent, les gens disent député, mais qu'est-ce que vous faites dans la vulgarisation, tout ça? Si, qu'on peut y contribuer, mais vous, les hommes de médias, la société civile, les communautés elles-mêmes devraient se l'approprier. Très bien. Est-ce qu'il y a est-ce qu'une relecture est envisagée, honorable? Envisagez comment on vient de prendre la loi. Mais cela dit, le chemin n'est pas fermé. Je me rappelle la conclusion du président de l'Assemblée nationale. Face à nous-mêmes, le peuple, pour dire non, c'est un pas, un grand pas. Il faut le franchir. Il faut l'applaudir déjà. Prendre ce qui est fait. Ça nous a permis quand même de sélectionner les vrais. Beaucoup de vrais. Maintenant, dans le tamis qui est mis en place, peut-être que certains auraient pu être là, n'y sont pas. La loi peut évoluer avec le temps, dans les années à venir, mais par exemple. toute loi est perfectible. Toute loi est perfectible. Après, ce seraient nos décisions, nos choses. L'essentiel, c'est qu'on ait les repères, les indications précises pour que ne soit pas une porte ouverte à tout, afin que nous tombions donc dans les errements du passé. Alors, ça, une petite question qui a rapport avec la politique. Lorsque la loi a été votée à l'Assemblée nationale, un politicien m'a appelé, il me dit, mais quelle mouche a piqué Patrice Talon pour qu'il mette un tel débat sur la table dans une année préélectorale, bientôt les élections. Est-ce que ça ne va pas le desservir? Le desservir? Tant que ça ne dessert pas la République, c'est bon pour le président de la République. Et vous le savez, ce n'est pas pour la première fois. Quand il y a eu certaines mesures pour protéger notre production nationale par rapport à un certain nombre de choses, nous, les politiques pures et dures, on avait voulu que la loi soit différée. La prise, ne pas de la loi, la prise des mesures. Non, le président de la République, quand vous l'approchez, ne raisonne pas par rapport à ça. Quelque chose qui doit être fait pour le bien du pays et pour la postérité, il le fait. Il a toujours fait comme ça. Et à travers cette loi, il y a 16 royaumes qui ont été consacrés dans les textes. Il y en a 81 chefferies supérieures. On en a eu 80, mais Zougou Pantroussi, qui devrait l'être, et le rapport de la commission, du comité technique, tout l'ont consacré, et donc dans l'animation du test n'était pas là, ça fait 81, et donc dans les chefferies coutumières qu'on retrouve donc dans l'Atakura, il y a une dizaine. Donc quand vous faites 16 plus 81 plus 10, ça fait 81 plus 26, je crois que nous sommes à 107, non? Je crois que c'est ce que ça fait, qui sont consacrés. D'accord. Voilà. Merci, donc nous allons honorable. évoluer et puis on sera sur le terrain aussi pour mieux expliquer. Pour expliquer et pour ne pas laisser flamber l'intoxication. Votre mot de la fin, honorable? Non, je dis que c'est un pas qui est fait. Je vous remercie déjà de me donner cette occasion d'en parler. D'autres collègues vont en parler. Je voudrais dire que c'est une loi sensible. Et je retiens que ce que la représentation nationale a fait n'est pas un acte mémoriel. On n'a pas fait un texte pour corriger notre histoire, pour penser les plaies du passé, non. Ce qu'on a fait, c'est aller tirer donc, dans nos richesses et dans nos richesses traditionnelles pour voir quelle contribution, la forme d'organisation sociale, politique qu'on avait avant l'arrivée du blanc, peut-elle contribuer et continuer à impacter le développement du pays. Et pour cela, il fallait trouver des critères pour faire des tris et des choix. C'est ça qui a été fait
Merci, voilà. honorable Orden Aladatin. Merci pour ces éclairages ô combien utiles. Ah ben, c'est tant mieux. Franck Arounou. Merci Rachidat, merci honorable, merci surtout aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Cette loi qui est votée, vous l'avez entendu, cet exercice pédagogique fait avec l'honorable nous a permis de mieux comprendre ce qui est contenu dans la loi et la suite à donner justement à ce vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu.